Une petite cuisine aux murs jaunes. Un vaisselle sale encombrel et vieux. Antoinette, 67 ans. Fatiguée est assise à une chaise près de la table. Chrissy, 30 ans. Sa fille est debout près de l'évier. Un tablier fleuri sur sa robe. Robert, 40 ans, entré, visiblement exaspéré. Si tu ne fais pas la vaisselle aujourd'hui, tu dormiras dehors, lance Robert. Ces mots tranchent l'air comme un couteau. Un silence pesant s'ensuit. Antoinette sent son cœur battre. Non pas de surprise, elle a déjà entendu des menaces similaires, mais d'une certitude glaciale que cette fois il est sérieux. Le regard de Robert est différent, plus dur, plus déterminé. À 67 ans, Antoinette se sent comme un poids inutile dans cette maison où elle a trouvé refuge après avoir tout perdu. Antoinette voit ses mains trembler sur le tablier fleuri qu'elle avait elle-même cousu il y a des années, quand elles étaient une famille unie, quand elles avaient leur propre maison, quand elles croyaient encore que les gens de bien trouvaient toujours la protection divine. Comme elle s'était trompée. Robert, s'il te plaît, murmure Chrissy, mais sa voix se perd dans sa gorge quand il se tourne vers elle avec ce regard qu'Antoinette connaît bien, celui qui la fait sentir comme une intruse, comme quelqu'un qui n'a pas sa place ici. Non, Chrissy, ça suffit. Je travaille toute la journée, je paye toutes les factures de cette maison, et je rentre à la maison pour trouver l'évier plein de vaisselle sale. Ta mère passe sa journée sans rien faire, et quand je lui demande quelque chose de simple, elle m'ignore. L'accusation est injuste, et Robert le sait. Antoinette a passé toute la journée à cuisiner pour eux, à préparer ce ragoût que Robert apprécie tant, à nettoyer la maison de fond en comble. Mais la vaisselle, la vaisselle est restée pour plus tard, parce que ses articulations la faisaient souffrir, parce que porter cette lourde casserole avait déjà été un effort que son corps de 67 ans a protesté. Mais expliquer cela serait inutile. Robert ne veut pas d'explication, il veut un prétexte. Antoinette se lève lentement de sa chaise, sentant le poids des années et des déceptions sur ses épaules. Je vais faire la vaisselle maintenant, murmure-t-elle. Mais il secoue la tête avec un sourire cruel. Trop tard. Tu as eu toute la journée. Maintenant tu vas apprendre à respecter les règles de cette maison. C'est à ce moment-là que quelque chose se brise définitivement en elle. Ce n'est pas de la colère, ce n'est pas du désespoir, c'est une terrible lucidité, comme si un épais brouillard se dissipait enfin. Elle se voit à travers ses yeux, une vieille femme inutile, un poids mort, quelqu'un qui a perdu le droit à la dignité au moment où elle a tout perdu. Son cheminement jusqu'à ce moment d'humiliation a commencé il y a 3 ans, lorsque le pasteur Élie est arrivé dans leur petite congrégation avec sa Bible dorée et ses promesses de prospérité. Veuve depuis 15 ans, elle avait élevé Chrissy seule, travaillant comme couturière jusqu'à ce que ses doigts saignent, épargnant chaque centime pour que sa fille puisse étudier, pour qu'elle ait une vie meilleure que la sienne. À sa retraite, elle possédait une petite maison simple, mais la sienne, quelques économies, et la satisfaction d'avoir rempli son rôle de mère. Chrissy avait épousé Robert, qui à l'époque semblait être un bon garçon, travailleur et respectueux. Elle vivait une vieillesse paisible, s'occupant de son jardin, faisant des confitures à vendre et aidant à l'église. Grand, bien habillé, avec une éloquence captivante qui faisait croire même aux plus sceptiques que Dieu voulait les bénir matériellement. Sœur Antoinette, disait-il lui tenant les mains après le culte, je vois une onction spéciale sur vous. Dieu veut utiliser votre foi pour bénir non seulement vous, mais toute cette congrégation. Elle a commencé doucement, comme tout le monde. 100 € ici, 200 là, toujours avec la promesse que Dieu multiplierait par 10. Quand sa petite maison a été mise en garantie d'un prêt sacré qui générerait des ressources pour étendre l'œuvre de Dieu, elle était déjà tellement prise dans la toile de mensonges qu'elle ne pouvait plus voir la réalité. Maman, tu es sûre de ça? Chrissy lui avait demandé lorsqu'elle lui a parlé de l'acte. Ce pasteur est apparu de nulle part. Mais elle était aveuglée par la foi et l'orgueil. Ma fille, tu ne comprends pas les choses de Dieu. C'est un investissement dans le royaume. 3 mois plus tard, le pasteur Élie avait disparu avec l'argent de dizaines de familles, et elle était dans la rue, avec seulement les vêtements sur le dos et l'humiliation d'avoir été trompée par quelqu'un en qui elle avait déposé non seulement sa confiance, mais sa foi. Chrissy l'avait accueillie, bien sûr. C'était sa fille, elle l'aimait,
et il ne l'abandonnerait jamais. Mais Robert n'a jamais caché son mécontentement. Au début, c'était subtil, des commentaires acerbes sur les gens qui se laissent influencer par des charlatans, des regards de désapprobation quand elle occupait de l'espace dans le petit salon, des soupirs exagérés quand elle devait utiliser les toilettes pendant ses émissions de télévision. Avec le temps, l'hostilité est devenue plus ouverte. Il a commencé à faire des listes de tâches ménagères, comme si elle était une employée mal payée. Il se plaignait de la consommation d'électricité quand elle allumait une lampe, remettait en question chaque euro dépensé pour sa nourriture ou ses médicaments. Il a transformé sa présence dans sa maison en une reddition de comptes constante. Ta mère doit comprendre que ce n'est pas un hôtel ici, il avait dit à Chrissy un soir, pensant qu'elle dormait. Soit elle devient utile, soit elle devra chercher un autre endroit. Chrissy essayait de la défendre, mais toujours timidement, presque en s'excusant d'avoir une mère qui avait besoin d'aide. Antoinette voyait son mariage se détériorer à cause d'elle, voyait comment Robert utilisait sa présence comme une arme pour la contrôler, et cela lui faisait plus mal que toutes les humiliations. Et puis, ils sont arrivés à cette nuit fatidique. Robert était rentré du travail particulièrement irrité. Elle a appris plus tard qu'il avait été réprimandé par son patron pour une erreur dans un rapport. Il avait besoin de décharger sa frustration sur quelqu'un, et elle a toujours été la cible, la plus facile. Debout dans cette cuisine, voyant ma fille pleurer en silence tandis que son mari me mettait dehors, j'ai ressenti une étrange sensation de liberté. C'était comme si toutes les chaînes invisibles qui m'attachaient à cette vie d'humiliation se brisaient enfin. Très bien, ai-je dit, ma voix étonnamment ferme. Je pars? Chrissy leva les yeux, choquée. Maman, non, ma chérie, tout va bien, c'est peut-être le moment. Je suis montée dans la petite chambre que je partageais avec les produits de nettoyage, et j'ai rangé mes maigres possessions dans un sac en tissu, quelques vêtements, mon manteau le plus chaud, mes médicaments pour la tension, et mon petit carnet de recettes, le seul trésor qui me restait des temps où j'étais respectée pour quelque chose, quand les gens venaient chez moi juste pour goûter mes gâteaux et mes douceurs. Robert ne s'est même pas donné la peine de me regarder lorsque je suis descendue avec mon sac. Il était dans le salon, regardant la télévision comme si de rien n'était. Chrissy m'a suivi jusqu'à la porte, les larmes coulant sur son visage. Maman, demain je lui parlerai, tu reviendras. J'ai pris le visage de ma fille entre mes mains, voyant la jeune fille que j'avais élevée sous cette femme défaite. Chrissy, tu dois arrêter de demander la permission d'exister dans ta propre vie. Et moi, je dois arrêter d'être la raison pour laquelle tu t'humilies. J'ai fermé la porte derrière moi, et j'ai commencé à marcher dans les rues désertes de la ville. C'était une nuit froide de juin, et le vent tranchait mon fin manteau comme des rasoirs. Je n'avais pas d'argent pour un hôtel, je n'avais pas d'amis proches. La honte de l'escroquerie m'avait isolé socialement. J'ai marché sans destination, suivant seulement les lumières de la rue, essayant de ne pas penser au fait qu'à 67 ans, j'étais une mendiante. C'est en arrivant à la place de l'église que j'ai vu le groupe. 5 personnes réunies autour d'un feu improvisé, partageant des couvertures et des histoires. J'ai hésité un instant. Toute mon éducation me disait que les gens bien ne se mélangeaient pas aux sans-abri. Mais le froid devenait insupportable, et je n'avais pas le choix. Excusez-moi, ai-je dit, m'approchant lentement. Puis-je rester ici un moment? Un homme d'une quarantaine d'années, avec une barbe grisonnante et des yeux doux, m'a fait signe de m'approcher. Bien sûr, madame, plus on est de fous, plus on rit. Je m'appelle Jean. Je me suis assise sur le banc en pierre, tirant mon manteau plus près de moi. Jean m'a offert un morceau de couverture, et une jeune femme, qui s'est présentée comme Lucie, a partagé avec moi un sandwich qu'elle avait reçu d'un restaurant. « C'est votre première fois dans la rue ?» a demandé Lucie, sans jugement dans la voix, juste une curiosité sincère. J'ai raconté mon histoire, l'escroquerie, l'humiliation, l'expulsion. J'ai parlé du pasteur Eli, de Robert, de comment j'étais arrivé là. À ma surprise, je n'ai pas ressenti de honte. Ces personnes ne me jugeaient pas. Elles comprenaient ce que c'était que de tout perdre et de se retrouver à la merci de la bonté des étrangers. Savez-vous ce qui me fait le plus mal? Ai-je avoué, sortant mon carnet de la sacoche. C'est que j'ai toujours été doué pour quelque chose. Je faisais les meilleurs gâteaux du quartier, des douceurs que les gens venaient chercher de loin. Maintenant,
je n'ai même pas de cuisine pour cuisiner. Jean a pris le carnet avec révérence. Puis-je voir? Il a feuilleté les pages jaunies, lisant les recettes écrites de ma jolie écriture au fil des décennies. Madame, ceci est un trésor. Regardez, gâteau au maïs de mamie Antoinette. Brioche spéciale pour les anniversaires. Vous avez un héritage ici. Un héritage? J'ai ri amèrement. Un héritage qui ne sert à rien quand on n'a pas où cuisiner. Qui a dit qu'il ne servait à rien? A interrompu un jeune homme qui s'était approché. Il était maigre, portait des lunettes et portait un sac à dos rempli de livres. Excusez-moi d'interrompre, mais je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre. Je m'appelle Diego, je suis journaliste au journal local. Mon premier instinct a été de me cacher. La dernière chose que je voulais, c'était que mon humiliation finisse dans le journal. Mais Diego avait une expression gentille, intéressée. Je ne veux exposer personne, a-t-il dit rapidement, percevant mon hésitation. Mais il y a une beauté dans votre histoire que les gens ont besoin de connaître. Pas la partie triste, tout le monde sait déjà que la vie peut être cruelle. Je veux parler de ceci. Il a pointé le groupe réuni autour du feu, partageant de la nourriture et des histoires, de comment la gentillesse existe encore. J'ai passé la nuit sur la place, écoutant les histoires des autres sans-abri, partageant le pain que Lucie avait partagé avec moi, enseignant quelques recettes simples qui pouvaient être faites avec peu d'ingrédients. Pour la première fois depuis des mois, j'ai senti que j'avais quelque chose à offrir, que mon existence faisait une différence. Au lever du soleil, Diego avait déjà écrit son article. Il me l'a montré sur son téléphone, avant de le publier. Une dame de 67 ans, expulsée de chez elle, par son gendre reçoit l'affection de la rue. L'histoire de Madame Antoinette et comment la gentillesse fleurit aux endroits les plus inattendus. Êtes-vous sûr de vouloir publier ça? Ai-je demandé, encore incertaine. Madame Antoinette, a-t-il dit, utilisant le surnom que les gens de la place m'avaient déjà donné. Votre histoire ne parle pas d'échec. Elle parle de résistance et de comment la dignité ne dépend pas de l'endroit où vous vivez, mais de ce que vous êtes. L'article a été publié en ligne le matin. Diego m'a emmené dans un café avec Internet gratuit pour que je puisse voir les commentaires. En quelques heures, l'histoire était devenue virale. Des centaines de partages, des commentaires de personnes indignées par ma situation, des offres d'aide, des invitations à goûter mes douceurs. Une des premières personnes à me chercher fut Madame Mercedes, propriétaire d'un petit restaurant en difficulté au centre-ville. Madame Antoinette, dit-elle, me trouvant encore au café d'où Diego m'avait laissé. J'ai lu votre histoire, et j'en ai été très ému. J'ai un restaurant qui est sur le point de fermer ses portes. Les gens ne viennent plus comme avant. Mais si vous vouliez faire vos gâteaux là-bas, nous partagerions les bénéfices, et vous auriez un endroit où vivre. C'était surréaliste. En 24 heures, j'étais passée de mendiante à associée d'une entreprise. Mais Madame Mercedes ne faisait pas de la charité, elle faisait un investissement. Il y avait quelque chose dans mes gâteaux, dans ma façon de cuisiner, qu'elle croyait capable de sauver son restaurant. Et elle avait raison. Le premier jour, je n'ai fait que 3 sortes de gâteaux, au maïs, à la carotte et au chocolat. J'ai mis une petite pancarte, gâteau de mamie Antoinette, recette une vie entière. Les gens ont commencé à arriver curieux, attirés par l'article. Mais ils sont revenus pour le goût. Ce gâteau me rappelle mon enfance, a dit une dame, achetant une part de gâteau au maïs. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé quelque chose d'aussi bon, d'aussi authentique. Authentique. Le mot a résonné dans mon esprit. C'est ce que j'offrais, de l'authenticité. Chaque gâteau portait des décennies d'expérience, d'amour, de souvenirs. Ce n'était pas seulement de la nourriture, c'était de l'affection matérialisée sous forme de douceur. En une semaine, le restaurant de Madame Mercedes était toujours plein. Les gens venaient non seulement pour les gâteaux, mais pour discuter avec moi, pour écouter mes histoires, pour demander des conseils. J'étais devenue non seulement une pâtissière, mais une sorte de conseillère informelle, une figure maternelle, pour ceux qui en avaient besoin. Si vous suivez cette histoire, et que vous vous identifiez à la force que nous trouvons dans les moments les plus difficiles, sachez qu'il existe de nombreux autres récits, comme celui-ci, qui peuvent inspirer votre parcours. Continuez à suivre des histoires de réussite et de renaissance. Elles nous rappellent qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer.
C'est pendant cette période de croissance que j'ai reçu le premier appel de Chrissy. Diego m'avait prêté un simple téléphone portable pour que je puisse communiquer avec les fournisseurs et les clients. Maman, sa voix était étranglée par les larmes. Maman, j'ai vu l'article. Toute la ville parle de vous. Je suis si fière, mais aussi tellement honteuse. Ma fille, tu n'as aucune raison d'avoir honte. Si maman, j'ai laissé Robert vous mettre dehors. Je suis restée silencieuse pendant qu'il vous humiliait. Quel genre de fille suis-je? Je pouvais entendre Robert crier au fond, lui disant de raccrocher, que je faisais la victime pour attirer l'attention. Mais pour la première fois depuis des années, Chrissy n'a pas obéi immédiatement. Maman, je veux que vous reveniez à la maison. Robert, il regrette. Il a dit qu'il était allé trop loin. J'ai souri tristement. Chrissy, il ne regrette pas ce qu'il m'a fait. Il a peur des conséquences. Ce sont deux choses différentes. Et c'était vrai. J'ai appris par Diego que Robert avait des problèmes au travail. L'article s'était tellement répandu qu'il était arrivé jusqu'à son entreprise, où certains collègues l'avaient reconnu comme le gendre de l'histoire. Son patron l'avait convoqué, remettant en question son caractère. Un homme qui traite sa belle-mère âgée de cette façon peut maltraiter les clients de l'entreprise, avait-il dit. Mais le moment de vérité est arrivé 2 semaines plus tard, lorsque Chrissy et Robert sont apparus au restaurant. C'était l'heure du déjeuner, et l'endroit était plein de clients qui étaient venus autant pour la nourriture que pour me connaître. J'étais dans la cuisine, en train de terminer une fournée de gâteaux, lorsque Madame Mercedes est venue me prévenir. Madame Antoinette, votre fille est là, et son mari aussi. Je suis sorti dans la salle en me nettoyant les mains sur mon tablier. Chrissy était debout près de l'entrée, visiblement nerveuse, tandis que Robert regardait autour de lui, avec une expression entre malaise et mépris. Plusieurs clients les ont reconnus. L'histoire avait été tellement commentée qu'ils étaient devenus des figures connues en ville. Maman, Chrissy s'est approchée, tendant les mains. Vous allez bien? J'étais tellement inquiète. J'ai pris ses mains, sentant à quel point elles étaient froides et tremblantes. Je vais très bien, ma fille, mieux que je ne l'ai été depuis longtemps. Robert s'est approché, et j'ai pu voir l'effort qu'il faisait pour avoir l'air repentant. Madame Antoinette, je suis venue m'excuser. J'ai perdu mon sang-froid ce soir-là. Vous pouvez rentrer à la maison quand vous voulez. Le restaurant est resté silencieux. Tout le monde observait, attendant ma réponse. C'était comme si toute ma vie convergeait vers ce moment. Le choix entre la sécurité du connu et l'incertitude du nouveau. J'ai regardé Robert, vraiment regardé, peut-être pour la première fois depuis des années. J'ai vu un homme incertain, qui utilisait la cruauté pour se sentir puissant, qui avait besoin de rabaisser les autres pour se sentir grand. J'ai aussi vu que ses excuses étaient creuses, motivées par la peur des conséquences, et non pas un véritable changement de cœur. Ensuite, j'ai regardé autour du restaurant, vers Madame Mercedes, qui avait misé sur moi quand je n'avais rien, vers Diego, qui avait raconté mon histoire avec dignité, vers les clients qui étaient devenus des amis, qui venaient non seulement pour mes gâteaux, mais pour la connexion humaine que j'offrais. Robert, et je dis, ma voix ferme et claire, merci pour vos excuses, je les accepte de tout cœur. Mais je ne reviendrai pas. Le choc sur son visage était évident. Chrissy aussi semblait surprise. Maman, mais, ma fille, pendant 3 ans j'ai vécu chez toi en me sentant comme un fardeau, en demandant la permission d'exister, en me rabaissant un peu plus chaque jour. Ici dans ce lieu, j'ai découvert que j'avais encore beaucoup à offrir. J'ai découvert que ma valeur ne dépendait pas de la tolérance des autres, mais de ce que je suis capable de construire de mes propres mains. Robert n'a pas pu cacher son irritation. Vous êtes orgueilleuse. Je vous propose de revenir. Non, Robert, vous ne me proposez pas de revenir. Vous essayez de réparer votre image publique. Vous avez peur des conséquences de ce que vous avez fait. Vous ne regrettez pas ce que vous m'avez fait. J'ai compris que je ne me défendais pas seulement moi-même, mais toutes les femmes âgées traitées comme des rebuts, tous les pères et mères devenus indésirables, lorsqu'ils perdent leur indépendance financière. Et vous savez quoi? Et je continuai, sentant une force intérieure que je ne savais pas posséder. Je suis reconnaissante pour cette nuit-là. Je suis reconnaissante que vous m'ayez mise dehors, car cela m'a forcé à découvrir que je n'avais rien perdu en perdant ma maison. J'avais encore ma dignité, ma sagesse, ma capacité à recommencer.
Diego était au coin du restaurant, prenant discrètement des notes. Plus tard, il m'a dit que cela avait été la démonstration de pouvoir la plus impressionnante qu'il ait jamais vue. Non pas le pouvoir provenant de la richesse ou de la position, mais celui provenant de la reconquête de l'estime de soi. Chrissy s'est mise à pleurer. Maman, alors vous ne me pardonnez pas, vous ne voulez plus rien savoir de moi. J'ai enlacé ma fille, ressentant tout l'amour que j'ai toujours eu pour elle. Chrissy, mon amour pour toi n'a jamais changé, mais notre relation doit être basée sur le respect mutuel, pas sur la dépendance. Tu es toujours la bienvenue ici, mais comme ma fille qui me rend visite, pas comme quelqu'un qui me tolère. Ce fut un moment de douleur et de libération à la fois. J'ai vu Chrissy comprendre dans mes yeux que quelque chose avait définitivement changé, que la mère soumise et reconnaissante était morte cette nuit-là froide sur la place, et qu'à sa place avait rené une femme qui connaissait sa propre valeur. Robert a essayé de discuter un peu plus, mais sa position était intenable. Les clients du restaurant ont commencé à manifester leur approbation de ma décision, certains allant même jusqu'à applaudir. Il a réalisé qu'il avait perdu non seulement la bataille, mais toute la guerre. Dans les mois qui ont suivi, ma vie a fleuri de manière que je n'aurais jamais imaginée. Le restaurant de Madame Mercedes est devenu un lieu de rencontre de la ville, célèbre non seulement pour sa cuisine, mais pour l'atmosphère chaleureuse que j'étais accueilli. J'ai commencé à donner des cours de cuisine le week-end, enseignant mes recettes à de jeunes mères qui voulaient apprendre à cuisiner, comme le faisaient grand-mère. J'ai également créé un groupe de soutien informel pour les femmes âgées confrontées à des situations similaires à la mienne. J'ai découvert que mon histoire n'était pas unique. Il y avait des dizaines de femmes dans la ville qui se sentaient invisibles, jetables, réduites à un poids pour leur famille. Madame Antoinette, m'a dit l'une d'elles, Madame Rose, lors d'une de nos rencontres, vous m'avez appris que l'âge n'est pas synonyme d'inutilité. À 70 ans, j'ai repris mes études. Je vais terminer mes études secondaires que je n'avais jamais pu achever. Ces transformations étaient plus gratifiantes que tout profit financier. J'avais découvert mon but, montrer que la troisième âge peut être le début d'un nouveau chapitre, et non la fin de l'histoire. Diego a continué à suivre mon parcours, écrivant des articles occasionnels sur les transformations qui se produisaient dans la ville à cause de mon histoire. Madame Antoinette est devenue un symbole, a-t-il écrit dans l'un de ses articles. Non seulement de résistance, mais de renaissance. Il prouve qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, pour découvrir de nouveaux talents, pour se réinventer. Chrissy a commencé à me rendre visite régulièrement, toujours seule. Nos rencontres étaient initialement tendues, chargées de culpabilité de sa part et de rancœur de la mienne. Mais avec le temps, nous avons reconstruit notre relation sur des bases plus solides. Elle a commencé à prendre plus de place dans son mariage, à exiger le respect de Robert. Maman, j'ai appris de vous que l'amour propre n'est pas de l'égoïsme, m'a-t-elle dit lors d'une de nos conversations. C'est un besoin fondamental. Robert, quant à lui, a subi les conséquences de ses actes. Il a été licencié de son entreprise 3 mois après l'incident, officiellement pour restructuration, mais tout le monde savait que sa réputation avait été irrémédiablement ternie. Il a trouvé du travail dans une autre ville, et ils ont déménagé. Chrissy m'a dit qu'il avait changé, que l'échec l'avait suffisamment humilié pour le faire réfléchir sur son comportement. J'ai espéré que ce soit vrai, pour le bonheur de ma fille, mais j'ai gardé une distance saine. 1 an après cette nuit sur la place, le restaurant de Madame Mercedes a été élu meilleur restaurant de la ville lors d'une cérémonie locale. Pendant la cérémonie, on m'a appelé sur scène pour recevoir un hommage spécial. Madame Antoinette représente ce qu'il y a de mieux dans notre communauté, a déclaré le maire pendant son discours. Elle nous rappelle que chaque personne a de la valeur, indépendamment de son âge, de sa situation financière ou des circonstances de sa vie. Debout sur cette scène, regardant le public qui applaudissait, j'ai vu des visages familiers. Madame Mercedes, Diego, Jean et Lucie de la place, qui avaient réussi à sortir de la rue et reconstruisaient leur vie. Chrissy au premier rang avec des larmes de fierté dans les yeux. Mais le plus important était ce que je ressentais intérieurement, la paix. Non pas la paix de la conformité, mais la paix de celle qui a trouvé sa place dans le monde, son but, sa voie. Il y a 2 ans, j'ai commencé mon discours. J'étais une femme qui avait tout perdu,
sa maison, ses économies, sa dignité. Je pensais que ma vie Était terminée, que je n'avais plus rien à offrir. aujourd'hui, je comprends que Je n'avais rien perdu, j'avais seulement perdu les choses qui m'empêchaient de découvrir qui j'étais vraiment. j'ai fait une pause, voyant certaines Personne se sécher les yeux, Je veux dire à toutes les femmes, à toutes les personnes qui se sentent invisibles, rejetées, sans valeur, vous êtes beaucoup plus fortes que vous ne le pensez. parfois, tout perdre est la seule façon de découvrir que nous avons encore tout ce qui compte vraiment, notre dignité, notre sagesse, notre capacité à aimer et à être aimé. Les applaudissements ont été longs et émis. Mais pour moi, La vraie récompense n'était pas la reconnaissance publique, elle était dans la certitude d'avoir transformé ma plus grande défaite en ma plus grande victoire. aujourd'hui, À 69 ans, je me réveille chaque matin en sachant que j'ai un but. mon petit appartement, Au-dessus du restaurant n'est peut-être pas grand, mais il est à moi. mes économies Ne sont peut-être pas abondantes, mais elles sont le fruit de mon travail, de ma dignité. mes relations sont peut-être peu Nombreuses, mais elles reposent sur le respect mutuel. Mes relations sont peut-être peu Nombreuses, mais elles reposent sur le respect mutuel. Et quand je me Regarde dans le miroir, je ne vois plus une femme vaincue. Je vois quelqu'un Qui a appris que le vrai pouvoir ne vient pas de là où vous habitez, ou de combien d'argent vous avez, il vient de savoir qui vous êtes, et de ce dont vous êtes capable. Cette nuit froide sur la place De l'église, où je pensais avoir touché le fond, a en réalité était le moment où j'ai trouvé un appui solide pour me redresser. C'est à ce moment-là que J'ai découvert que peu importe votre âge, peu importe combien de fois la vie vous fait tomber, il est toujours possible de recommencer. Il est toujours possible de choisir la dignité plutôt que la résignation. Mon histoire ne parle pas Seulement d'une dame qui a tout perdu et a reconstruit sa vie. Elle parle du pouvoir Transformateur de refuser de devenir invisible, de refuser d'accepter des miettes quand vous méritez une place à table. Elle parle de la Découverte que le respect de soi n'est pas un luxe, c'est un besoin fondamental pour une vie épanouie. Et s'il y a une chose que Je veux laisser aux générations futures, en particulier aux femmes, c'est celle-ci. Ne permettez jamais à personne de vous faire sentir comme un fardeau. vous êtes des Cadeau pour ce monde, vous portez une sagesse et une expérience que personne ne peut vous enlever. et jamais, Il n'est trop tard pour recommencer, pour vous réinventer, pour découvrir que vous avez encore beaucoup à couvrir. parce que parfois, ce qui semble être La fin n'est que le début d'une bien meilleure histoire.